Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va donc commencer un résumé de cette semaine qui avait déjà commencé sous le signe des matières premières et du pétrole notamment, avec la décision surprise le week-end dernier de l'Arabie Saoudite et de plusieurs pays de l'OPEP+, d'abaisser la production de pétrole journalière avec des volumes qui dépassent les 1,1 million de barils jour. Décision surprise qui a créé une hausse d'à peu près 7% du pétrole entre la fin de semaine dernière et l'ouverture des cours et des marchés en début de semaine. Et donc, ça n'a pas manqué de faire réagir les États-Unis notamment, qui ont fait comprendre à l'Arabie Saoudite qu'il n'y ait pas de justification à ce stade et de raison valable pour baisser à ce point la production. Les États-Unis qui sont évidemment embêtés par ces niveaux par ce rebond des cours qui dépasse à nouveau les $80 pour le WTI, parce que les États-Unis ont toujours pour objectif de refaire les stocks stratégiques de pétrole et qu'ils avaient annoncé il y a quelques temps qu'ils voulaient les refaire dans la zone des $70. Donc on s'éloigne à nouveau de cette zone alors qu'on y était il y a quelques semaines et quelques mois. Et donc un geste qui apparaît comme étant un peu d'ordre géopolitique parce que probablement l'Arabie Saoudite a été vexée que les États-Unis, alors qu'ils avaient annoncé il y a plusieurs mois, donc vouloir refaire des stocks stratégiques dans des zones de prix qu'on a vues donc ces derniers temps, eh bien n'ait pas refait ces stocks stratégiques, donc potentiellement une réponse un peu d'ordre vexatoire finalement de la part de l'Arabie Saoudite, mais aussi et très probablement, et c'est là la suite de ce podcast, je pense qu'il y a vraiment des raisons d'ordre macroéconomique à la décision de l'Arabie Saoudite et d'autres pays de l'OPEP+, d'abaisser la production parce que nous avons eu toute une série de signaux ces derniers jours, cette semaine et un petit peu la semaine dernière, et notamment des signaux sur l'activité américaine. On va se pencher sur les deux principaux signaux que nous avons eu ces derniers jours. L'ISM manufacturier qui est ressorti contracté pour la 5e fois consécutive, donc c'est une donnée mensuelle, donc 5 mois d'affilée de contraction de l'ISM manufacturier. Donc l'ISM manufacturier, c'est-à-dire qu'il ressort en dessous de 50, et 50 c'est la zone qui sépare l'expansion de l'activité de la contraction de l'activité. Donc pour la partie manufacturière, c'est déjà pas une surprise auparavant, mais on a un chiffre ISM qui non seulement reste contracté, mais qui en plus se dégrade par rapport au mois précédent. Et il y a plusieurs pays aussi au niveau mondial où on a des signaux sur l'aspect manufacturier, sur l'activité manufacturière qui n'est pas terrible, mais là ça touche les États-Unis. Mais le problème qui se pose vraiment, c'est que l'ISM service, qui lui mesure l'activité dans les services, et on sait que les services aux États-Unis, c'est plus de 75% de l'activité économique, et bien l'indicateur ISM service, toujours dans cette référence, au-delà de 50, expansion de l'activité, en dessous de 50, contraction, eh bien on était le mois précédent un peu au-delà de 55, et là on a un ISM service qui est tombé dans la zone des 51. Donc à l'échelle d'un indicateur comme l'ISM service en plus, c'est une très grosse variation à la baisse, et quand on décortique un petit peu les composantes de l'ISM qui justifient cette dégradation, on se rend compte que c'est surtout dans les nouvelles commandes, dans la composante nouvelle commande que ça s'est beaucoup dégradé. On passe de 62 à 52, et donc ça acte en fait, ça acte très clairement un ralentissement d'activité dans les services, toujours en expansion parce qu'on est toujours légèrement au-delà de 50, mais la vitesse de dégradation de l'ISM peut laisser penser qu'on a des risques en fait d'avoir un ISM service contracté au deuxième trimestre. Et donc si vous vous retrouvez avec deux indicateurs majeurs, services et manufacturiers qui sont en dessous de 50, eh bien ça signifie que l'activité est contractée. Et donc on commence à reparler forcément, ou on commence à craindre peut-être des questions de contraction de l'activité américaine. Est-ce qu'on doit parler de récession technique d'abord? Peut-être, parce que la récession technique, c'est une définition de 2 trimestres consécutifs de repli du PIB. C'est pas forcément une récession officielle. On sait qu'il y a déjà eu une récession technique l'année dernière, premier et deuxième trimestre pour les États-Unis, qui était d'ordre technique, qui n'a jamais été déclarée comme récession officielle par le NBER. Et donc là, on peut se poser la question cette fois-ci, effectivement, est-ce qu'on n'aura pas à nouveau, dans cette phase de ralentissement économique, en tout cas de ce que montrent ces indicateurs, est-ce qu'on n'aura pas là aussi un risque de contraction de l'activité dans les mois qui viennent? Et on voit en fait que très rapidement, en fait, la situation économique semble ralentir aux États-Unis. Quand on regarde les prévisions de la Fed d'Atlanta sur la croissance du premier trimestre, les prévisions qui dataient de la mi-mars, c'était encore 3,5% de croissance estimée pour le premier trimestre. Et là, après toute cette série de chiffres, on a désormais une croissance estimée pour le premier trimestre qui est à 1,5. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle soit en danger, cette croissance au premier trimestre, mais c'est la vitesse avec laquelle les prévisions de croissance sont révisées à la baisse qui montre qu'il y a quand même toute une série de statistiques qui actent d'un ralentissement. Et on se penche
aussi sur les stats de l'emploi. Cette semaine, il y a eu plein de statistiques sur l'emploi. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes jeudi, donc, et on est en fin de journée, on n'a pas encore le chiffre, on n'a pas encore le rapport sur l'emploi américain qui sera donc publié vendredi. Donc, quand j'enregistre ce podcast, à ce stade, nous avons eu les chiffres JOLTS, c'est-à-dire le nombre d'emplois vacants qui montre un vrai ralentissement en fait. Il y a eu moins d'emplois vacants, il y a moins d'emplois vacants aux États-Unis que le mois précédent. Ça veut donc dire qu'il y a plus de gens qui pourvoient les emplois qui restent libres. Ça peut aussi vouloir dire donc, que le marché de l'emploi se détend, et s'il se détend, c'est peut-être aussi, même probablement, parce que l'activité économique est en train de ralentir. Et on a également des statistiques qui abondent dans ce sens-là, comme le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage qui était plus élevé que ce que le marché attendait, et plus élevé, et surtout le mois précédent a été révisé à la hausse. Et là, cette fois-ci, on a 2 chiffres consécutifs au-delà de 200 000 inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui change des semaines précédentes où on était toujours quasiment sous les 200 000. Donc là aussi, on sent quelque chose en train de se produire sur la partie du marché de l'emploi. Et puis le dernier chiffre de la semaine qu'on a eu, c'était le chiffre ADP, et donc un chiffre qui donne une mesure de l'emploi, des emplois créés dans le secteur privé par la grosse entreprise ADP. Et là, on est dans la zone des 140 000, alors qu'on était jusqu'à présent toujours au-delà de 200 000. Donc on a comme ça 3 signaux cette semaine qui montrent aussi que sur le marché de l'emploi, sur le front de l'emploi, probablement nous sommes en train de ralentir. Et donc toutes ces données combinées les unes aux autres, laissent penser que on a effectivement des risques de ralentissement économique. Et donc, il est tout à fait possible, pour revenir sur la partie liée au pétrole, que la décision de l'Arabie Saoudite et de ses alliés au sein du cartel soit peut-être légèrement guidé par des motifs géopolitiques, ça c'est tout à fait possible, mais je pense qu'il y a des fondements beaucoup plus sérieux à regarder du côté de la macroéconomie et notamment des anticipations macroéconomiques. Et juste un petit rappel aussi sur la question pétrolière, c'est qu'on remarque également que depuis maintenant 2 à 3 mois que le nombre de forages en activité aux États-Unis, le nombre de forages donc de puits pétroliers aux États-Unis, ce nombre de forages est en train de baisser depuis 3 mois et que la production journalière américaine de pétrole n'a pas beaucoup évolué depuis 3 mois alors qu'elle avait beaucoup progressé l'année dernière. Donc là aussi, c'est semble-t-il des signes de la part des producteurs qu'on a effectivement peut-être atteint un petit plafond là au niveau de la demande, ou en tout cas qu'il y a eu besoin de compenser les effets liés à la Russie l'année dernière, et que désormais on a effectivement un marché qui est un peu plus rééquilibré, mais qu'il ne faut pas non plus pousser trop loin, parce que sinon la demande on n'est pas certain que la demande soit suffisante pour absorber, ou en tout cas pour que la demande fasse en sorte que par rapport à l'offre, on ait des prix qui restent au-delà de 70 ou 80 $. Là, il y a quand même des seuils de rentabilité qu'il faut regarder aux États-Unis, mais là on voit bien que ces décisions de l'Arabie Saoudite peuvent être guidées par des motifs économiques, parce qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, quelques temps auparavant cette décision de l'Arabie Saoudite, on avait déjà des signaux concernant le nombre de forages en activité qui partent à la baisse, et également une production journalière qui elle ne progressait plus, qui était stable depuis déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc attention à ça. Alors quand je dis attention, c'est autre élément, avant d'arriver sur la question des banques centrales, toujours dans cette série de statistiques qui montrent à nouveau des données économiques qui montrent ce potentiel ralentissement qui est en train d'arriver aux États-Unis. On a eu une nouvelle dégradation des chiffres du marché des crédits hypothécaires, donc tout ce qui est lié au prêt immobilier notamment, alors qu'on avait 4 semaines de rebond de l'indice d'activité du marché du crédit hypothécaire. Et bien là, on a eu sur une semaine, à la fois en termes de volume, nombre de demandes, et de l'indice également du marché du crédit hypothécaire, on a une dégradation. Et forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être un effet lié au stress bancaire qu'on a vu. Ce fameux stress bancaire qui mécaniquement devrait durcir de l'avis de la Fed les conditions financières, parce que ce stress bancaire entraîne des conditions de crédit moins favorables, moins de crédit, des taux de crédit probablement un petit peu plus chers. Eh bien, on commence peut-être à avoir déjà les effets là sur la dernière statistique, c'est les stats hebdomadaires qu'on a sur le marché du crédit hypothécaire aux États-Unis. Eh bien, on remarque que là sur les derniers jours, on a eu effectivement, alors qu'auparavant il y avait 4 semaines de rebond de ce marché du crédit hypothécaire, eh bien, on remarque à nouveau une dégradation assez sensible sur la dernière semaine. Et donc voilà, on en est là donc sur toute une série de chiffres. Et donc la question, pour ce qui nous intéresse aussi, à savoir les marchés, c'est est-ce que des statistiques qui, pour le coup, vont dans le sens de ce que recherche la Fed, la Réserve fédérale, donc veut un marché de l'emploi qui se détende. La Réserve fédérale veut une activité économique qui ne se crache pas, mais qui ralentisse pour limiter les pressions inflationnistes. Donc si le marché de l'emploi se détend, moins de pression salariale, moins de boucles salaires par rapport au prix. Donc pour la Fed, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que la Fed commence à arriver à ses objectifs. Encore faut-il désormais que ça se traduise désormais, que ce ralentissement économique se traduise dans les chiffres. Et d'ailleurs, on les aura la semaine prochaine, donc ça sera un des gros rendez-vous de la semaine prochaine. Encore faut-il que ça se traduise désormais par une poursuite de la baisse de l'inflation.
Et donc pour les marchés, l'enjeu il est un peu là. On a remarqué que cette semaine, les marchés américains, alors encore une fois, on arrête ce constat à jeudi, donc un jeudi soir au moment où j'enregistre ce podcast, on remarque que toutes les statistiques qui cette semaine sont tombées en dessous des attentes, mais qui pourtant donc traduisent un marché de l'emploi qui se détend et des indices d'activité dans les services qui également se détendent, donc qui montrent que la partie des services qui reste la partie la plus inflationniste aux États-Unis, eh bien ces doubles statistiques emploi et activité dans les services qui se détendent, eh bien le marché américain n'en ont pas profité, les marchés actions notamment. Parce que jusqu'à présent, pourtant, quand on avait parfois des chiffres d'inflation qui montraient une baisse, quand on avait parfois certaines données de l'emploi qui montraient une petite dégradation, sur les derniers mois, les marchés actions aimaient ce genre de statistiques parce que ça ouvrait la voie à une banque centrale américaine qui pouvait devenir moins agressive. Et bien cette semaine, on a eu toute une série de chiffres que les marchés actions auraient dû adorer parce qu'elles vont dans le sens justement d'une Fed qui est en train d'arriver un petit peu à ses fins. Et pour autant, le marché n'a pas rebondi sur ces statistiques-là. Quand je parle des marchés, c'est les marchés actions. On a eu une petite détente du dollar et des taux américains qui, eux, sont un petit peu détendus. Mais le marché actions, lui, n'a pas tellement apprécié. Donc, il me semble que là, on est peut-être en train d'arriver dans la zone un peu de friction. On va la qualifier comme telle, c'est-à-dire une zone où le marché a quand même besoin de pricer finalement une économie américaine qui est probablement en train de ralentir. Et donc, si l'économie ralentit, si la macro ralentit, il n'y a pas de quoi avoir des miracles du côté de la microéconomie qui ne peut pas accélérer donc à les entreprises en termes de résultats dans cette phase-là. Et donc, on a l'impression que le marché remet un petit peu de risque, finalement, un petit peu d'aversion au risque, à des chiffres moins bons qu'attendus, parce qu'il y aura peut-être certains effets à digérer, des effets économiques un peu désagréables à digérer, avant qu'il y ait d'autres chiffres d'inflation qui montrent que l'inflation donc, continue de diminuer, et avant, donc dans quelques temps, que la Fed et d'autres banques centrales, mais la Fed en priorité, commence à pivoter, que la Fed annonce qu'elle ne montera plus les taux, que la Fed commence à changer vraiment son discours par rapport à des chiffres qui se dégradent, etc. Donc voilà, on a quand même l'impression que dans le timing des choses, il y aura peut-être un petit peu de pain noir à manger encore un petit peu là pendant quelques temps pour les marchés par rapport à des statistiques qui montrent un ralentissement, avant que l'aspect positif de ces statistiques qui ralentissent se concrétise en pivot de la part des banques centrales et donc avec des banques centrales qui deviendraient moins agressives. Voilà pour ce qu'on peut dire cette semaine. Au niveau de ce résumé, on a simplement eu des statistiques sur l'Europe, en tout cas une qui va dans le bon sens pour l'Allemagne. Apparemment, les instituts économiques allemands, ils sont plusieurs donc à se prononcer là-dessus, considèrent, alors pour l'instant ce sont des sources qui indiquent ça, donc on verra si c'est confirmé dans les jours qui viennent, mais qu'apparemment l'Allemagne éviterait la récession là de cet hiver parce que, souvenez-vous qu'il y avait une croissance négative au 4e trimestre et on pensait que la croissance serait également négative au 1er trimestre. Et il semble qu'on s'oriente vers un 0,1% de croissance au 1er trimestre, permettant donc techniquement d'éviter la récession. Bon, ça reste un chiffre, donc toujours à prendre avec des pincettes, mais qui reste quand même quelque chose de plutôt positif si on évite une récession. Est-ce qu'en revanche, c'est un booster suffisant pour les marchés, pour accélérer notamment. Ça se joue pour l'instant à l'épaisseur du trait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de récession, mais si on l'a pas, c'est à 0,1 près, donc c'est quand même pas non plus le Pérou comme chiffre. Simplement, voilà, c'est quand même pas mal d'avoir des chiffres qui sont moins mauvais que ce qu'on pouvait craindre. Mais simplement, à ce stade, ça ne me semble pas encore assez puissant pour que ce soit un catalyseur de plus pour les marchés. Et là aussi, peut-être que pour l'Europe, il y a toute une partie d'éléments macro qu'il va continuer à falloir surveiller en parallèle de l'action toujours musclée finalement de la Banque centrale européenne. Voilà. Donc on est dans une zone comme ça un peu grise où on ne pivote pas encore sur le sentiment que les banques centrales commenceraient à arriver un petit peu au bout de leur durcissement, notamment en termes de taux. Et donc on a finalement la macro, les statistiques rejouent peut-être un rôle un peu plus important dans le sentiment de marché et dans la façon dont les investisseurs ou les spéculateurs mettent un prix sur les actifs financiers. La semaine prochaine, une semaine un peu raccourcie, donc lundi férié, mardi, on aura des données sur la Chine, notamment les prix à la production. Intéressant de voir si ça repart ou pas, parce que je vous rappelle que les prix à la production en rythme annuel sont entrés en territoire négatif. On a des replis donc en rythme annuel désormais sur les prix à la production en Chine. Donc ça c'est très bien pour l'aspect non inflationniste de la reprise en Chine. Donc on verra si c'est toujours pareil et si c'est toujours le cas là pour les données de la semaine prochaine. On aura mardi toujours le sentiment des petites entreprises aux États-Unis, l'indicateur NFIB. Donc on va surveiller également pour voir comment évolue le sentiment aux États-Unis pour ces petites entreprises américaines. On aura également une réunion du FMI en début de semaine. Mercredi, on aura une déclaration de Kashkari, de la Fed, Neil Kashkari, membre de la Fed, qui donc
faucon, donc un plutôt agressif habituellement, en tout cas depuis quelques temps, et voir un petit peu comment il voit les choses, notamment par rapport à toutes ces statistiques qui se sont un petit peu dégradées aux États-Unis. Est-ce que ça change un petit peu sa façon de voir les choses? C'est toujours important de voir comment les faucons, qui ont été assez agressifs jusqu'à présent, jugeront la situation et l'évolution de la situation macroéconomique aux États-Unis. Est-ce qu'ils changeront un petit peu leur rhétorique, ou est-ce qu'ils garderont les termes? Et ça, pour le marché, ça va être important. Le risque, il est là, c'est que si face à des stats macro qui de manière très ostensible, sont en train de ralentir, vous avez toujours des discours agressifs de la part des membres de la Fed, là, effectivement, c'est là que l'effet ciseau, à court terme, peut encore être présent sur les marchés. Mercredi, journée très importante avec l'inflation aux États-Unis, donc un mercredi prochain, CPI, donc inflation aux États-Unis. On aura la décision également de la Banque du Canada qui avait mis ses hausses de taux entre parenthèses à la réunion précédente, donc on verra ce qu'il en est cette fois-ci. On aura les minutes, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, ce sera donc mercredi soir pour ces minutes, donc c'est un compte-rendu. Jeudi sera autour des minutes de la Banque Centrale Européenne, donc d'être publié. Jeudi, toujours des données sur les indices de prix aux États-Unis avec les prix à la production, donc également à surveiller par rapport à cette pression globale sur les prix, voir si ça s'atténue comme la Fed le souhaite. Et puis on terminera la semaine vendredi avec la confiance des consommateurs aux États-Unis, mesurée par l'Université du Michigan, et au même moment quasiment, les ventes au détail qui seront publiées, et ça c'est un élément important, la consommation, comment évolue-t-elle? Une grosse partie de la pression aussi sur les prix aux États-Unis vient de l'appétit démesuré qu'il y a eu de la part des consommateurs dans cette période post-Covid, avec des excès très clairement sur la phase 2021-2022, et donc voir si on commence à avoir un petit tassement de ce côté-là, ce qui irait aussi dans le sens de la Fed, mais qui aussi montrerait, si les ventes au détail étaient moins bonnes qu'attendues, voire en repli, qui montrerait aussi qu'une stat supplémentaire, un chiffre supplémentaire ajouterait à la question du ralentissement américain. Et donc voilà, on en est dans cette analyse-là en ce moment. Chiffres macro qui ralentissent versus banque centrale qui, à ce stade, pour l'instant, n'indique toujours pas de ralentissement de leur action pour lutter contre l'inflation. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.